Nicolas Sarkozy savoure l'empressement des libraires à commander son livre qui sera en vente demain et voit déjà dans cet engouement les premiers frémissements d'une reconquête. Jamais un ancien président de la République n'avait reconnu autant d'erreurs, exprimé autant de regrets et s'était exposé de façon aussi personnelle. Il évoque pour la première fois son échec à la présidentielle, les vraies raisons de son retour en politique, mais reste très prudent sur son avenir. On se dit lorsqu'on lit votre livre que c'est peut-être bien que vous ayez perdu, vous n'auriez jamais fait un tel examen de conscience. Peut-être. Vous savez, ça fait bien longtemps que je sais que l'échec, qui est toujours une souffrance bien sûr, est fondateur. J'ai vu qu'on n'apprenait rien de ses succès. Le succès, c'est chaud, c'est bon, et c'est tellement fugace. L'échec, ça prend plus de temps, ça peut faire mal, et on apprend. Et c'est chaque échec surmonté qui peut donner du bonheur. On a même eu l'impression que vous étiez plus soulagé le soir de votre échec qu'heureux le soir de votre victoire. Peut-être, parce que nous tous, en tout cas moi, on a peur de la maladie. On a peur. Et j'ai souvent observé que, en voyant et en parlant avec des gens malades, j'étais étonné par leur courage. Et je pense que quand on connaît le nom du crabe, il devient une partie de vous-même. Et l'échec, c'est un peu pareil. On a peur de l'échec avant, puis quand il est là, il faut faire avec. On a su que Valéry Giscard d'Estaing avait fait une dépression. On a vu, lorsque Jacques Chirac est parti, qu'il est rentré en maladie. Vous, on a l'impression que le lendemain de votre échec, vous étiez sur votre vélo, sans jeu de mots. Oui, la première chose que j'ai décidé le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai dit à ma femme, écoute, c'est plus possible, il faut que je parle anglais vraiment bien. Vous avez appris l'anglais? Oui, c'était une façon de rester jeune. Et j'ai la chance d'avoir une famille, et puis d'avoir connu l'échec avant, et d'avoir beaucoup d'opportunités dans ma vie. Donc, est-ce qu'il y a une souffrance? je suis pas... Est-ce qu'il y a des moments de... Non, franchement, je ne suis pas à plaindre. Et il y a plus de souffrance avant qu'après. Puisqu'après, c'est une période où on est plus tranquille, parce que déjà, on n'est pas embêté par tous ceux qui sont avec vous, ou autour de vous, que par intérêt. Il y a tout d'un coup, le téléphone sonne moins, les gens pressés vont dire des choses inutiles, disparaissent puisqu'ils s'envolent comme une volée de moineaux. C'est le bon côté de l'échec, tout d'un coup. Mais vous savez comme l'horizon est dégagé. Et lorsqu'on a été élu par les Français, est-ce qu'on ne court pas désespérément tout le temps après cet amour-là? Non. Non, parce que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été élu à ma première candidature. Et quand j'ai été battu, mais de si peu, qu'il n'y a même pas eu d'humiliation. Revenons sur ce livre, donc, et sur ses regrets. Il y en a 27. Vous savez, j'avais pas compté. J'avais pas compté. Merci de ce travail. Si vous deviez en garder un seul, qui soit d'un point de vue humain, d'un point de vue politique, quelle est la chose que vous regrettez le plus? Peut-être d'avoir trop cédé à la pression de la pensée unique qui disait que j'étais un omniprésident qui en faisait trop, alors que moi je voulais en faire plus. Et j'aurais tellement voulu en faire plus. À une époque, vous disiez que vous pensiez tous les jours, en vous rasant le matin, à l'idée d'être président. On découvre dans votre livre que le jour où ça vous est tombé dessus, le costume n'était pas complètement prêt. Ben, est-ce que vous croyez qu'on peut être totalement prêt à quelque chose qui ne s'apprend pas? Et c'est tellement fort, c'est tellement difficile, c'est tellement complexe qu'on doit passer de l'homme au président tout en restant authentique, et ça prend du temps. Vous écrivez, il m'a fallu plus de temps que de raison pour dompter mon tempérament et l'acclimater à l'exigence présidentielle. Je suis resté quelques mois trop l'homme, alors qu'il aurait fallu immédiatement être le président. Et le soir même, il y a le premier acte symbolique que vous avez payé cher, le Fouquet's. Le lendemain, on pensait que vous alliez vous retirer dans un monastère ou vous retrouver sur un yacht. Et d'un seul coup, le symbolique prend la place. Ouais, enfin, je ne sais pas si j'aurais été dans un monastère. Vous aviez dit que vous aviez envie de vous recueillir. Non, il y avait un contexte personnel qui était plus compliqué, mais c'est vrai que j'ai mis du temps à percevoir la dimension symbolique de la fonction. Moi, je m'étais préparé sur les compétences, sur les dossiers, mais je n'avais pas perçu la dimension symbolique de la fonction.
qu'au fond, quand on est président, ne s'appartient plus, que tout ce qu'on fait, on choisit le trottoir de gauche ou le trottoir de droite, ça prend une dimension extrêmement forte et il m'a fallu du temps pour le découvrir. Vous dites encore aujourd'hui, je me demande comment j'ai pu commettre un tel impair. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis il y a le fameux... Mais vous savez, c'est comme ça. Dans l'humain, il y a l'erreur. J'ai voulu, avec ce livre, faire un retour d'expérience, expliquer aux gens, expliquer quoi? La complexité des sentiments et des événements. Et souvent on m'a dit, mais pourquoi vous ne faites pas ce travail, comment il disait, d'inventaire? Mais c'est pas un inventaire avant liquidation. Il ne s'agit pas de compter les boîtes de conserve qui restent à vendre. Il faut du temps pour être authentique. Ce que j'ai essayé de faire, être authentique. Pour une fois, que les gens se disent, tiens, c'est un responsable politique, mais il nous dit vraiment ce qu'il pense. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui sur le fameux « casse-toi pauvre con » ? Jamais j'aurais dû dire ça. En disant ça, j'ai abaissé la fonction présidentielle. Donc c'est grave. C'est une erreur. C'est une erreur, mais j'ai compris à ce moment-là que avoir du tempérament n'autorisait pas tout. Et lorsqu'on est choisi, élu par des millions de Français, Ouais. est-ce qu'on n'est pas d'un seul coup habité par cette énorme fonction qui fait qu'on doit tenir son sang-froid? C'est une histoire de sang-froid, là. Non, c'est pas une histoire de sang-froid, parce que le sang-froid, c'est dans les décisions que vous allez à prendre, quand vous envoyez des soldats à la guerre, quand vous prenez des décisions lourdes, quand il faut tenir dans une crise sans précédent. Non. Ça, c'est l'homme qui, insulté, répond, alors que le président, insulté, ne répond pas. Dans ce livre, vous parlez de votre caractère. Et vous avouez que vous aimez le conflit, que vous aimez la tempête. Vous êtes un guerrier, et même un bagarreur. Est-ce que ça vous a pas joué des tours? Sans doute. Mais vous savez, d'abord, on est ce qu'on est. On ne choisit pas ça. Je ne choisis pas l'énergie que j'ai. Vous étiez en cours de récréation, vous étiez bagarreur? Non, je suis né comme ça. Et toute l'histoire de la vie, c'est d'essayer avec ce qu'on est. On ne change jamais. Parce qu'on est ce qu'on est. On a une identité. Le mot n'est pas interdit. Mais cette force peut devenir votre principal handicap. Non. On fait avec ce qu'on est. Et on essaye, avec l'âge qui arrive, de garder la qualité, les atouts que ça peut représenter, et de gommer ce qui peut être un travers. Alors, passé 60 ans maintenant, c'était temps de faire ce travail. Et longtemps, j'ai cru qu'il me fallait défoncer la porte pour rentrer, alors qu'elle était largement ouverte. Mais revenons justement sur cette énergie, parce que pendant des années, ça a galvanisé votre route. C'était d'ailleurs parfait pour la conquête. Et d'un seul coup, cette énergie-là a été vécue comme une sorte d'activisme, d'agitation, comme si marcher était le but à atteindre. Est-ce que cette énergie, justement, elle n'a pas été votre principal ennemi? C'est votre analyse, je la respecte, bien sûr, je ne crois pas que ce soit la bonne. Je pense que les Français voient une France qui s'affaisse, se demandent si la France a un avenir, veulent garder ce mode de vie, cette culture. Je pense qu'au contraire, l'énergie qu'on me prête est plutôt une force. Vous dites, j'aime les crises, oui, c'est vrai, c'est curieux, mais quand il y a une grande difficulté, je ne me pose pas de questions. Et je sais où il faut aller pour la résoudre. Quand c'est une période plate, j'ai plus de mal à construire un personnage ou une attitude. Vous parlez assez précisément justement de cette énergie, quelquefois, vous reconnaissez vous-même qu'elle peut paraître brutale. Vous dites dans le livre quelquefois que vous avez secoué un peu trop, par exemple, des chercheurs, et le lendemain on sait que c'était les magistrats, et puis après, est-ce que vous regrettez justement d'avoir été quelquefois un peu brutal? Vous aviez même dit en 2001 dans votre livre Libre, je confonds quelquefois la franchise et la brutalité. Oui. Une réponse? Oui. Mais en parlant un peu trop franchement, parce que je déteste l'hypocrisie, je n'aime pas le mensonge. Et parfois je vais trop rapidement au but. Je peux braquer les gens. Vous les payez ça? Oui, bien sûr, mais on paye toujours ses erreurs.
Puisque vous avez fait un vrai examen de conscience dans ce livre, c'est quoi votre principal ennemi en vous? Le sentiment d'être illégitime. Lorsqu'on est président de la République, on devrait se sentir légitime. Mais c'est un long processus. Je n'ai jamais appartenu à une forme de bourgeoisie, à une forme d'élite. Je me suis toujours senti, je ne sais pas pourquoi, illégitime, et j'ai toujours pensé qu'il fallait que pour moi je démontre plus que les autres. Vous revenez évidemment sur la campagne, vous revenez sur votre échec et la passation de pouvoir. Vous connaissez depuis très longtemps François Hollande, vous dites que vous l'avez découvert ce jour-là, ça veut dire Je ne quoi? connais pas très bien. Je ne connais pas très bien. Je crois, bien sûr, je sais qui il est. Qu'est-ce que vous avez découvert le jour de la passation de pouvoir? Combien, à quel point on était différents. Et pas ça. Non, mais je vais vous expliquer. J'ai été surpris par sa capacité double. Chaleureux en privé et tout d'un coup glacé en public. Comme s'il y avait un rôle à jouer. Donc chaleureux dans le bureau, ce que vous dites dans le livre, et lorsque vous êtes retrouvé devant le perron de l'Élysée, vous l'avez même trouvé carrément mal élevé à l'égard de Carla. Un peu, parce que quand j'ai fait la passation de pouvoir avec Jacques Chirac, je savais que pour Jacques Chirac c'était un moment difficile, il partait. J'ai voulu le raccompagner à sa voiture, quelles qu'étaient par ailleurs les oppositions entre nous. C'est pas facile de partir. Et je crois que c'est important de donner de l'humanité. Et c'était la fameuse scène où François Hollande tourne les talons, il n'attend même pas qu'on s'en aille. Bon, avec moi, vous l'avez dit, je suis un guerrier. Avec Carla, pour dire la vérité, ça m'a moins plu. Carla ne méritait pas ça. Vous êtes revenu en politique, vous nous avez dit que vous reveniez pour les Français, et vous donnez la deuxième et peut-être la vraie raison dans ce livre. Vous dites, arrêtez la politique, je n'ai pas pu, je n'ai pas voulu, donc je suis revenu. Je l'ai fait pour les Français, je l'ai fait pour moi. Moi, je ne sais pas si c'est la politique qui me manquait, mais peut-être le contact avec les gens. Et bon, j'ai vu 50 concerts de ma femme et j'admire ce qu'elle fait, c'était fantastique. Mais c'est vrai que quand je rentrais dans la salle et que les gens m'applaudissaient, il faut revenir, ça me touchait. D'une certaine façon, ça me bouleversait. Est-ce qu'on n'est pas un peu confondu les militants avec les Français? Pourquoi? Parce que pour vous, les militants, c'est pas des Français. Non, mais les Français n'ont pas applaudi comme les militants le jour de votre retour. Bien sûr. Mais est-ce que j'aime l'échange avec les gens? Oui, passionnément. Toute ma vie, je l'aimerais. Jamais je ne me suis lassé de ça. Jamais je n'ai considéré que ces salles vibrantes, pleines, ces contacts multiples, c'était autre chose qu'une chance immense. Vous êtes revenu. Est-ce que vous pouvez nous parler du désamour que l'on sent des Français à votre égard en ce moment? Les sondages, les uns après les autres, disent qu'ils ne souhaitent pas vous revoir, comme si vous aviez fait votre temps, en fait. Mais bien, oui. C'est la question de la vie de chacun. Et c'est une question que je me pose, bien sûr. Bien sûr, c'est normal de se la poser. Et c'est d'ailleurs ni vous ni moi qui y répondrons. C'est les Français qui y répondront. Bruno Le Maire a dit que vous aviez fait votre temps. Et Bruno Le Maire a dit par exemple que les battus qui reviennent, c'est une exception française. C'est vrai qu'aux États-Unis, on perd les primaires, on ne revient pas. Schröder a perdu, ne revient pas. En Angleterre, on ne revient pas. C'est le seul pays où les battus reviennent. Mais Bruno ne devrait pas dire ça comme ça, puisqu'à ma connaissance, il a été battu à l'élection à la présidence de l'UMP. Pas moi. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est très sensible cette question. Est-ce qu'on a fait son temps? Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire? Est-ce qu'on peut être utile à son pays? C'est pas simple. Et vous sentez que le pays a envie de changer de génération, d'hommes? C'est une question légitime, mais donc, vous conviendrez qu'elle ne s'oppose pas qu'à moi. Elle s'oppose à Alain Juppé, elle s'oppose à François Mitterrand à l'époque, voilà. Mais très sincèrement, est-ce que vous posez tous les jours? Tous les jours. Vous avez la réponse? Si je l'avais, je vous la donnerais bien volontiers. Je regardais avec ma femme un film sur les années 80, avec, vous savez, ces stars des années 80 qui reviennent. Je trouvais ça à la fois magnifique et en même temps se poser des questions, bien sûr. Est-ce qu'on a encore un rôle à jouer? Est-ce qu'on peut être utile à son pays? Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire? Est-ce qu'on n'a pas le match de trop?
Le match de trop, l'émission de trop, bien sûr, je me la pose cette question, naturellement. Vous dites dans votre livre que, au lendemain du premier tour de ces élections régionales, beaucoup ont tourné kazakh. Est-ce que vous vous sentez seul aujourd'hui? Non. Mais beaucoup ont tourné kazakh, oui, bien sûr. Mais je leur en veux pas. Je suis pas quelqu'un qui a de l'amertume, mais je sais qu'ils retourneront kazakh bientôt. On a l'impression que vous faites moins peur à vos équipes. Tant mieux. Et ce livre, est-ce que c'est le début d'une campagne? Est-ce que c'est un livre de sincérité ou c'est un plan de com? Ou c'est les trois? Vous l'avez lu. Vous pouvez dire que c'est un plan de com? La question que je vous pose autrement, c'est est-ce que si vous aviez été aussi bas dans les sondages, est-ce que vous l'auriez fait, ce livre? Mais vous ne mesurez pas ce qu'écrire un livre aussi personnel demande d'investissement et de don de soi. Ce livre, c'est un essai de discussion, de conversation et d'échange avec les Français. C'est pas dans un plan de com pour 2 minutes. Ça m'engage beaucoup plus. François Hollande dit qu'il ne se représentera pas s'il n'inverse pas la courbe du chômage. Est-ce que si vous n'inversez pas... Avec le mal qui se donne, on a la réponse. Hein. Est-ce que vous, si vous n'inversez pas la courbe de votre impopularité, vous déciderez de ne pas vous représenter? Mais la question de ma candidature ou pas ma candidature, c'est pas une question automatique. Hein. Les semaines et les mois qui viennent vous donneront la réponse, bien sûr. Je vous la repose autrement, je la repose comme Arlette Chabot l'avait posée à Jacques Chirac à l'époque en face de Balladur. Est-ce que vous envisagez de renoncer? Est-ce que vous pourriez jeter l'éponge s'il fallait? Non, c'est pas comme ça que ça se présente. Je n'irai que si c'est utile, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis, encore une fois, l'accueil sur ce livre, l'intérêt apparemment que vous manifestez pour ce qu'il y a dedans, montre quoi? Qu'il y a encore de l'eau qui sort de la source. Valéry Giscard d'Estaing avait écrit 2 Français sur 3, avait eu un grand succès littéraire et a raté son retour. C'est la vie de Valéry Giscard d'Estaing. Ça sera peut-être mon destin. Et vous qui avez eu une grande lucidité politique pour faire cet examen de conscience, est-ce que vous aurez la même lucidité politique pour comprendre si vous pouvez aller jusqu'au bout? Oui. La lucidité, c'est pas quelque chose qui me manque. Comme toute personne qui a beaucoup d'interrogations en soi. La fin du livre, vous terminez sur la passation de pouvoir entre Jacques Chirac et vous. Vous avez Jacques Chirac en face de vous et vous écrivez « Je sais qu'il aura du mal à vivre sans la politique. Je comprends à ce moment-là qu'il est détruit par l'idée du vide qu'il a toujours hanté et qui explique sa soif d'action. Je pense qu'un jour ce sera mon tour. » Je rentre dans la cour de l'Élysée, je suis dans la voiture, je vais devenir président de la République. Et Chirac, il faut bien comprendre, fait partie de ma vie. Je l'ai connu, j'avais 20 ans. Je le vois, Chirac, digne, fort. Et c'est la fin. Pour lui, c'est la fin. Et je me dis... le vide qui l'a toujours obsédé, il est là. Ce qui fait la noblesse de la politique et de la vie, c'est l'amplitude entre l'échec et le succès, entre les hauts et les bas. Et ce jour-là, moi, Chirac, il me touche, il me bouleverse. Et quand je dis un jour ça sera mon tour, c'est pas mon tour d'être obsédé par le vide, parce que je ne suis pas obsédé par le vide, je suis passionné par tout. Je lis, je vois des films, j'ai ma famille, j'aime la vie. Je ne suis pas monomaniaque de la politique. Mais je sais que ça sera mon tour de partir. Et ce qui m'a fasciné d'ailleurs dans la différence entre Chirac et François Hollande, c'est que quand François Hollande m'a reçu, il n'a pas eu ce sentiment-là. Il n'a pas imaginé qu'un jour ça sera son tour de partir. Alors que moi, curieusement, j'arrive à l'Élysée, je commence une vie de président, et je me dis, un jour, il va falloir partir. Et le livre de Nicolas Sarkozy, La France pour la vie, sort demain aux éditions Plomb.